Stéphane, bonjour. Salut Foued. Bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc. Et donc, à travers cette chaîne, j'ai voulu offrir un espace de parole pour libérer la parole ici dans notre région et mettre en lumière toutes les richesses et les potentialités de notre région dans un esprit de paix. C'est super, l'initiative est très, très intéressante et c'est avec grand plaisir que je répondrai à tes questions et que voilà, on va pouvoir échanger. Ça me fait beaucoup plaisir et en plus je trouve ça très utile en cette période où finalement on a l'impression que les gens parlent moins, se rencontrent moins et donc voilà, ça recrée du lien même de cette manière et c'est... En termes de médias alternatifs locaux, je trouve ça pertinent. Merci. Merci. En tout cas, moi, c'est un honneur pour moi de te recevoir sur ma chaîne parce que je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup de choses intéressantes à dire et que tu as une personnalité ici à la Louvière. Alors, je vais te demander de te présenter. Voilà, Stéphane Mancy, donc j'ai 46 ans, je suis marié, j'habite à la Louvière, j'ai toujours été un Louviérois pur et dur, on va dire, enraciné dans sa région. J'ai une fille, mon épouse a 2 enfants, et je travaille à la Louvière, je fais de la culture à la Louvière, j'ai pas mal de contacts depuis des années avec cette ville, mais pour moi l'enracinement il est constitutif finalement d'un rapport au monde, et donc c'est parce qu'on a des racines profondes et une culture intrinsèque vraiment figée, en tout cas figée, bien installée, bien concrète, qu'on peut se projeter vraiment dans l'humanité et questionner justement les rapports de force dans cette humanité qui est si pas en déliquescence, mais en tout cas en tumulte permanent. Ok. Alors tu travailles pour un organisme qui s'appelle Picardie Laïque. C'est bien ça. Donc Picardie Laïque, pour faire assez court, c'est une des 7 régionales du Centre d'Action Laïque. Donc il y en a une dans chaque province, une régionale dans chaque province, le siège social étant à Bruxelles. Et particularité en Hainaut, il y a 2 régionales, donc il y a le Cal de Charleroi et Picardie Laïque qui s'étend de contourner Mons, Borinage et la région du Centre. Et moi je suis coordinateur pour le district du Centre, donc du réseau laïque de solidarité qui est implanté à la Louvière, où j'ai 3 équipes en gestion, l'équipe du relais et alors les 2 équipes qui gèrent au quotidien des personnes sans abri SDF, des personnes sans papier, des personnes migrantes, donc un abri de jour qui s'appelle l'Étape et un abri de nuit qui s'appelle le Tremplin. Ok, donc qu'est-ce qui se passe concrètement dans l'abri de jour? L'abri de nuit, donc on imagine, hein, c'est pour héberger des gens qui n'ont pas où dormir. L'abri de jour, qu'est-ce qu'on offre en fait? Alors, donc, effectivement, donc c'est un lieu communautaire, c'est un lieu d'abord pour protéger les personnes. Souvent, on pense évidemment à la période du plan grand froid qui est en train de se terminer ici, qui s'est terminée au 31 mars. Mais il n'y a pas que le froid qui peut être problématique pour les personnes qui vivent à la rue. Il y a évidemment l'isolement, la dureté de la rue, aussi des questions liées, parce qu'il y a une cumulation, hein, évidemment, chez les personnes avec lesquelles on travaille, une cumulation de difficultés, de problématiques très diversifiées et chaque personne a évidemment son parcours et chaque personne a évidemment besoin d'une aide particulière, et donc mes collègues travaillent beaucoup en tout cas sur la question de l'autonomie, mais aussi et surtout des droits culturels. On y tient très fort, et bon, moi dans le cadre de la coordination de ces équipes, on essaye vraiment, et c'est vraiment une des volontés aussi du mouvement laïque, c'est de donner des droits culturels et surtout de travailler autour de l'assistance morale et de l'alliance avec les personnes qu'on accueille. C'est-à-dire que cette question de l'alliance, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas
dans une contractualisation. Donc toutes les personnes qui viennent chez nous sont accueillies de manière inconditionnelle, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur parcours. Bon, bien sûr, il y a un règlement d'ordre intérieur, ça c'est évident, pour que la cohabitation harmonieuse puisse se faire en bonne intelligence et en bon respect mutuel entre les personnes. Mais par contre, on travaille vraiment sur ces droits culturels et sur cette expression qui peut se manifester aussi par des revendications des personnes sur leur devenir, sur leur quotidienneté et sur aussi les droits fondamentaux qui ne sont pas toujours respectés. Droits fondamentaux qui sont souvent ce que nous on estime normalement juste dans le cadre de ce qu'une démocratie avancée devrait pouvoir permettre de donner, en tout cas de promouvoir pour chaque individu, c'est droit au logement, droit à l'éducation, droit à la culture, droit au travail. On peut questionner évidemment c'est quoi le travail. Et donc voilà, c'est vraiment ça. Et alors aussi casser un peu finalement le rapport discriminant à l'égard de ces personnes, parce qu'il y a une espèce de sémantique qui s'attarde sur elles en termes de... voilà, quand on parle de pauvres, par exemple, ou d'exclus, moi je m'offusque toujours, il n'y a personne qui est pauvre. On ne peut pas considérer quelqu'un uniquement par son manque, c'est d'une violence inouïe, c'est d'une violence symbolique extrêmement préjudiciable. Et alors, bon, on n'est pas solidaire, parce que c'est vraiment ça qui constitue une non-action, on n'est pas solidaire de quelqu'un parce qu'on a et que l'autre n'a pas. Donc ça c'est pas comme ça qu'on conçoit la chose. On est solidaire ensemble pour aller vers une transformation sociale. Et donc cette transformation sociale, elle est induite, elle est vraiment constitutive d'un rapport égalitaire dans la relation d'aide. Et donc c'est je suis travailleur social, mais tu m'apprends en tant que SDF ou en tant que personne migrante ou en tant que personne sans papier, tu m'apprends autant que moi je peux t'apporter des choses. Et donc c'est vraiment cette modélisation entre ta réalité, tu es expert de ton vécu et moi je suis travailleur social avec toi et on va essayer ensemble de cheminer vers un mieux-être partagé et inventif et évolutif. D'accord. Et donc c'est un accompagnement et essayer de faire en sorte que ces personnes soient acteurs de leur changement, si je comprends bien. Tout à fait, tout à fait. C'est la question du pouvoir d'agir des personnes. Et donc c'est ce qu'on retrouve évidemment dans les références à l'éducation permanente. On est reconnu en éducation permanente, mais moi j'aime bien appeler plutôt de façon plus large l'éducation populaire, comme on dit en France, parce qu'elle me semble, le vocable me parle mieux, populaire au sens chacun dans la population, chacune et chacun dans la population a des choses à dire, a des choses à défendre, peut se réapproprier ses droits culturels et son existence au monde. Parce que c'est ça finalement, les droits culturels, c'est quoi? Parce que quand on parle de culture descendante, on peut évoquer aussi la culture bourgeoise, donc la culture légitime et illégitime. La culture légitime serait évidemment la culture bourgeoise qui a depuis des décennies influé notamment dans le champ de l'enseignement, mais dans le champ aussi du rapport aux arts, du rapport à la démocratie, la démocratie culturelle et autres. C'est-à-dire que le peuple doit aller vers la culture, et ce n'est pas la culture qui va vers le peuple. Mais le peuple, il a sa propre culture, il a ses propres références à comment il éduque ses enfants, comment il parle, comment il s'exprime. Donc c'est plutôt le champ, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est plutôt le champ anthropologique de la culture. Donc c'est vraiment le champ large, le champ vraiment l'existence des possibles à travers les droits culturels qu'ont ces personnes. Et quand on parle de ces personnes, j'avais exactement le même discours, parce que j'ai peut-être omis de le dire tout à l'heure, avant de travailler, donc ça fait depuis 2008 que je suis à la laïcité, mais avant j'ai travaillé pendant 14 ans à
la ville de La Louvière comme éducateur de rue. Donc, quand je suis revenu de la marine, donc j'ai été 2 ans marin de 93 à 95, 1993-1995, et quand je suis revenu de la marine, j'ai été pendant 14 ans éducateur de rue, et j'avais exactement le même discours avec les jeunes avec lesquels je travaillais. Donc j'ai travaillé avec des jeunes de Morage, de Saint-Va, de la cité de Saint-Va, et un peu à Bois-du-Luc aussi, et c'était ça, c'était vraiment, non, je ne suis pas un agent de contrôle de ces jeunes pour éviter qu'ils fassent du bruit, qu'ils contestent et compagnie. Au contraire, on est des agents d'émergence avec justement ce qui fait terreau chez les gens quand ils sont privés de leurs droits fondamentaux. D'accord. Alors, je vais revenir simplement sur un terme, donc le droit à la culture, concrètement, comment est-ce que ça se traduit ? Alors, les droits culturels, selon ma subjectivité, parce qu'il pourrait y avoir évidemment pas mal de portes d'entrée, pour moi, c'est partir de la réalité des gens. C'est vraiment partir de leur réalité pour arriver peut-être alors à ce moment-là à comprendre la culture. Quand on dit culture bourgeoise, c'est la culture en tout cas qui a eu tendance à mettre une distance avec le peuple. Et donc, quand on parle de culture légitime et illégitime, c'est-à-dire que la culture illégitime, ça serait ou alors ce qu'on a péjorativement appelé la subculture, donc la sous-culture, c'est-à-dire ce qu'écoutent les gens dans les cités, parce que voilà, c'est le bal musette, c'est vraiment quelque chose de voilà, c'est pas intéressant, c'est pas assez élevé, et donc on ne reconnaît pas chez l'autre son droit à écouter autre chose, son droit à se projeter dans cette culture. Et donc nous, très clairement, les droits culturels, c'est chacun est en mesure de s'approprier fondamentalement son existence au monde, son existence dans la société à partir de ses droits, mais c'est aussi des échanges et faire prendre conscience aux personnes avec lesquelles on travaille et les personnes avec lesquelles on est en relation sur ce qu'ils ne connaissent peut-être pas et vers quoi ils auraient envie de comprendre ou de s'intéresser. Et donc là, on peut parler d'accompagner les gens vers le théâtre, vers les musées, mais là, on est dans une démarche, c'est-à-dire égalitaire, c'est-à-dire j'écoute et je m'intéresse à ce que tu dis, à ce que tu fais et à ce que tu exprimes, mais en même temps, il y a d'autres choses qui existent, qu'est-ce qu'on peut... et là, il y a vraiment, j'ai envie de dire, une interpénétration des objets culturels des uns et des autres qui sont représentés et qui sont respectés. Par contre, quand c'est descendant, ça, là, moi, j'ai plutôt un problème, parce qu'alors, ça voudrait dire qu'on exclut, et j'aime pas le mot exclusion d'office, qu'on exclut toute une série de personnes qui n'auront pas accès, qui n'auront pas les codes, et on retrouve ça évidemment dans plein de champs, dans plein de champs de la technocratie habituelle ou de la démocratie confisquée, quoi. D'accord. Donc si je comprends bien, votre action consiste en comprendre la culture de l'autre et l'ouvrir vers d'autres aspects auxquels il n'a peut-être pas accès ou auxquels il ne va peut-être pas directement, spontanément se diriger, en lui donnant peut-être les clés de lecture ? Oui, ça peut être des clés de lecture, ça peut être aussi de l'expérimentation, parce que je pense que oui, c'est... Alors bon, le mot laboratoire, il est quelquefois un peu, il peut faire peur parce que ça fait référence à la science, mais la question, oui, de l'expérimentation, c'est-à-dire on cherche des possibles avec les gens. Il y a un champ des possibles, il y a un champ de l'exploration, de l'expérimentation au travers de leurs paroles, et quelquefois, bon, quand on travaille avec des publics qui sont extrêmement abîmés par rapport à ce qu'ils vivent comme violence institutionnelle, sociale, la dureté de la rue, mais aussi la dureté de la pauvreté, quoi. Il faut savoir que bon, la plupart des gens qui vivent dans la grande précarité sont extrêmement abîmés, sont extrêmement
meurtris par rapport à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils rencontrent, à ce qu'ils endurent. Et donc, quelquefois, cette parole, elle n'est pas évidente à faire émerger. Et donc, c'est la question de l'émergence du sujet à travers de la bienveillance, de la convivialité, une notion de plaisir aussi, parce que je pense que il n'y a pas de meilleure émergence culturelle que quand il y a une notion de plaisir, d'envie de dire, d'envie de s'exprimer. Et ça, il faut mettre comment dire, les conditions idoines pour pouvoir le réaliser. Et donc mes collègues sont amenés évidemment à mettre ces conditions-là, mais j'ai des expériences aussi que j'ai pu faire personnellement en termes d'animation théâtrale, et j'ai fait ce travail notamment avec des personnes déficientes mentales, où j'ai fait des expérimentations, parce que j'aime bien ce mot-là, de théâtre social avec des personnes qui étaient dans un groupe du CPAS et autres, et à chaque fois, il y a une dimension extraordinaire chez les gens qui n'étaient jamais montés sur un plateau de théâtre, qui n'avaient jamais pris la plume pour écrire, enfin voilà, et qui finalement ont une dimension symbolique, poétique, extrêmement enrichissante, extrêmement prégnante dans l'univers dans lequel ils sont plongés. D'accord.